on revient à la néphrologie avec professeur Swilby, professeur de néphrologie au CHU Hassan II de Fès, pour nous présenter un ou quelques cas cliniques. Merci. À vous la parole. Merci. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité à siéger aux 26e journées de l'APF, avec toujours en intégrant les thématiques de néphrologie pédiatrique. Alors, je rentre directement dans le vif du sujet. Alors, c'est une patiente qui est Maha, donc qui est née en 2004, qui a été admise chez nous donc, quand elle avait 8 ans, c'est-à-dire en 2012, avec comme motif de consultation une pâleur, altération de l'état général, avec des antécédents sans particularité. Alors, une semaine avant son admission, elle a eu des diarrhées gléro-sanglantes, des vomissements, des douleurs abdominales, qui ont été traitées, pour lesquelles elle a consulté, traitées mises sous traitement antibiotique triméthoprim sulfaméthoxazole avec un traitement symptomatique pendant 3 jours sans amélioration. Devant l'altération de son état général et l'aggravation des vomissements, elle a été hospitalisée dans un CHP, puis elle a été adressée chez nous pour prise en charge. Alors, à l'examen, à l'admission, donc, il y avait une altération de l'état général, une pâleur cutanéo-muqueuse était très importante, tachycardie à 120 battements par minute, hypertendue à 14,9, polypnéique, avec des crépitants basithoraciques, avec des œdèmes, bouffissures du visage, était oligurique, alors que le reste de l'examen ne montrait pas de signes associés, donc sans particularité. Alors, on a évoqué initialement, bien sûr, des infections, donc des gastro-entérites qui étaient compliquées, peut-être une GNA, peut-être un syndrome hémolytique et urémique. Et dans cette perspective, donc, on a fait un bilan biologique donc, qui a montré une anémie qui était normochrome normocytaire avec une thrombopénie. Et directement, quand on suspecte un CHU, donc, il faut demander le frottis sanguin à la recherche de schizocytes qui a mis en évidence des schizocytes à 18%. Alors, dans le CHU, l'anémie doit être non hémolytique. Donc le test de Coombs était négatif, avec recherche de RAI négatif, et les signes indirects de l'hémolyse étaient des LDH très élevés, une aptoglobine effondrée et une altération de la fonction rénale avec une urée à 3 grammes et une créatinine très élevée, donc à 129. Alors, donc, on a cherché devant cette insuffisance rénale les troubles hydroélectrolytiques associés. Donc, il y avait une hyperkaliémie, l'hyponatrémie, l'acidose, l'hyperuricémie. Et tous, donc, c'était des indications donc, à prendre en charge la patiente en urgence. Et sur le plan urinaire, donc, on a trouvé une protéinurie qui était à 6 grammes par litre avec une hématurie. Une hématurie et des globules blancs, alors que la recherche, la parasitologie, la copro des selles était négative, retrouvant que quelques colonies de Candida albicans. Alors, les autres explorations, donc à la recherche de complications, il n'y avait pas de pancréatite, le bilan hépatique était légèrement perturbé, le complément était normal et le bilan du lupus donc, était négatif, les sérologies négatives, la sérologie Vidal et Félix était négative. L'échographie rénale donc, retrouve seulement des reins qui sont de taille normale, hyperéchogènes, gardant une différenciation, avec l'écho abdominal, un épaississement du sigmoïde, un épanchement péritonéal de moyenne abondance et sur la radiothorax, une cardiomégalie. Le traitement était basé sur un traitement symptomatique fait de transfusion de culoglobulaires, de diurétiques pour la gestion de sa surcharge, des antihypertenseurs, donc j'insiste sur les inhibiteurs calciques, les mesures hypokaliémiantes et bien sûr, devant ces troubles hydroélectrolytiques qui est réfractaire au traitement médical, on a posé un cathéter d'hémodialyse et la fille, donc, elle a bénéficié de plusieurs séances d'hémodialyse qui ont duré à peu près 1 mois. Alors, je vous reprends l'évolution de la petite. Donc, c'est une petite donc, qui a récupéré donc, immédiatement, donc à court terme, elle a récupéré une fonction rénale qui était presque normale, avec une clairance à 98, une protéinurie qui a été réduite à 0,25. L'HTA a été contrôlée sous inhibiteur calcique, puis à distance de la phase aiguë, donc on l'a switché aux IEC. L'évolution à 1 an, la fonction rénale était normale, donc à l'âge de 9 ans, par rapport aux normes de l'âge, une protéinurie qui était minime, avec une tension qui était toujours contrôlée. On a continué le suivi. Donc là, c'était une patiente qui était très coopérante et qui avait un suivi néphrologique régulier. À l'âge de 5 ans après, quand elle avait 13 ans et demi, donc on a remarqué un début d'altération de la fonction rénale, une clairance qui était limite avec une protéinurie qui commence à s'aggraver. Et donc là, à ce moment-là, on avait eu un début d'échappement à la néphroprotection et on était obligé à chaque fois de réadapter les doses des IEC et des ARA2. Donc vers l'âge de 15 ans et demi, altération de la fonction rénale,
échappement total à la néphroprotection. Et puis, à l'âge de 17 ans et demi, donc, elle avait une clairance à 52, donc ça faisait une insuffisance rénale chronique modérée. Donc, ensuite, elle est passée chez les adultes, elle a gardé le même traitement. Et actuellement, donc, elle a été mise en dialyse en 2024, janvier 2024. Donc, elle a été mise en dialyse péritoniale et elle est en cours de préparation à la greffe. Donc là, je vous rapporte, c'est une histoire d'une patiente qui a un CHU, comme on a l'habitude de voir donc, au bas âge, pour vous dire donc, que le CHU n'est pas une pathologie qu'on doit bien sûr aborder à la phase aiguë, gérer à la phase aiguë, mais aussi au long cours. Donc ce sont des patients qu'on ne doit pas lâcher et heureusement cette patiente donc, avait un suivi quand même qui était régulier. Alors donc devant ça, le diagnostic du CHU est simple. Donc là, j'ai choisi cette observation donc pour qu'on puisse, bien sûr pour les jeunes, améliorer un petit peu notre conduite à tenir vis-à-vis du CHU chez l'enfant. Donc on suspectait un CHU, quel bilan demander, comment faire les diagnostics différentiels du CHU, la prise en charge et comment prévenir le syndrome hémolytique et urémique. Alors le CHU, c'est connu, donc c'est l'une des pathologies les plus fréquentes causant une insuffisance rénale pendant l'enfance. C'est l'une des étiologies qui nécessite dans 50% une mise en dialyse. Donc la prise en charge souvent doit se faire dans un milieu spécialisé, La forme, bien sûr, secondaire à l'Escherichia coli est la plus fréquente. Elle représente 90 à 80% des cas. C'est une maladie qui est multisystémique, ne touche pas seulement que le rein, avec des atteintes extra-rénales qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital. Alors l'amélioration, donc avant les années 90, la mortalité était de 40 à 50%, alors qu'actuellement, donc avec la bonne prise en charge, l'évolution du traitement symptomatique, on est passé en moyenne de 5% de mortalité. Et n'oublions pas qu'elle représente à peu près 2 à 3% des insuffisances rénales chroniques terminales chez l'enfant. Alors, l'Escherichia coli producteur de chigatoxine, c'est le plus fréquent chez les enfants de moins de 5 ans, mais il peut survenir à n'importe quel âge. Il faut savoir que le CHU aussi, il a différentes étiologies à part l'Escherichia coli. Il y a d'autres, le plus fréquent, c'est le O157H7, avec une prédominance saisonnière, surtout vers l'été, entre juin et septembre. Donc, c'est bientôt la période des syndromes hémolytiques et urémiques. Mais il y a d'autres sérotypes. Il y a aussi le Shigella la dysentérie de type 1, qui est aussi incriminée dans le CHU diarrhéique. Donc, après exposition, donc on aura à peu près 10 à 15% des enfants qui vont évoluer vers un CHU. Donc après la contamination, donc on a une phase d'invasion qui dure approximativement, qui peut aller de 24 heures à 3 jours. Ensuite, va s'installer donc les douleurs abdominales, les diarrhées, et puis 3 jours par la suite s'installera donc les diarrhées qui sont glérosanglantes, bien qu'elles peuvent être absentes certaines fois. C'est-à-dire l'absence de sang dans les selles n'élimine pas l'éventualité d'un CHU. Une partie des patients vont s'améliorer, l'autre partie, comme j'ai dit, aux alentours de 10-15% des cas vont évoluer vers un CHU alors que les autres auront une résolution spontanée favorable. Alors la pathogénèse, là, c'est les toxines. Alors l'Escherichia coli, donc il est sécréteur, donc assimilé, donc on dit sécréteur de chigatoxines, donc qui sont similaires à celles sécrétées par les Shigella. Donc une fois en intra-intestinal, donc ça va entraîner des lésions invasives et puis ça va passer vers la circulation sanguine pour aller cibler donc certains récepteurs, les GB3, donc qui sont présents dans les vaisseaux, dans les capillaires, que ce soit au niveau cérébral, au niveau rénal, et ce qui va donner donc la physiologie de la microangiopathie thrombotique, donc avec des microthrombes vasculaires, des agrégats plaquettaires, donc avec les lésions de l'endothélium et l'inhibition des facteurs protecteurs de l'endothélium par ces chigatoxines. Alors, quand on suspecte bien sûr le CHU, donc on cherche toujours la base, la triade anémie hémolytique, thrombopénie, altération de la fonction rénale. Donc, on a d'autres étiologies, les gastro-entérites comme Yersinia, le campylobacter, les salmonelles, donc qui peuvent donner le même tableau clinique, une insuffisance rénale, mais dans ce cas-là qui sera fonctionnelle, avec absence d'hémolyse et absence de thrombopénie. Alors que dans le CHU, donc on est bien d'accord qu'il faut toujours avoir la thrombopénie et l'anémie hémolytique, donc insister sur l'anémie hémolytique. Alors on fait l'examen des selles pour confirmer le diagnostic. Si ça se confirme, donc on a un CHU. Si l'examen des selles est négatif, donc on va penser aux autres causes de syndrome hémolytique et urémique ou de microangiopathie thrombotique.
Les diagnostics différentiels vont se poser initialement, bien sûr, donc avec le CHU post-diarrhée, les autres CHU, soit avec le purpura thrombotique thrombocytopénique, qui est plus fréquent chez l'adulte, mais qui peut se voir chez l'enfant. Quand est-ce qu'il peut se voir chez l'enfant? Quand on a un déficit congénital en Adams 13, donc c'est un CHU qui va se manifester à la période néonatale et qui va donner, bien sûr, un retentissement neurologique. Il y a aussi la CIVD, donc qui peut se voir, donc la CIVD qui peut se voir dans les cas d'infections qui sont graves ou toute bactériémie qui est difficile. Donc là, c'est un tableau pour vous donner un petit peu les éléments pour faire la différence entre ces trois types, entre le CHU, la CIVD et le PTT. Alors, les investigations auront pour objectif de confirmer le diagnostic de syndrome hémolytique et urémique, en même temps, donc là, les investigations, donc ça va en parallèle, donc il faut penser à poser le diagnostic, à chercher la cause sous-jacente, puisque le traitement et l'issue, le pronostic ne sont pas pareils. Il faut éliminer les diagnostics différentiels, donc ça, bien sûr, pour une bonne prise en charge, et chercher, bien sûr, les complications et le retentissement, que ce soit le retentissement immédiat ou à long terme. Alors là, c'est la nouvelle classification du CHU. Donc avant, donc on avait l'ancienne classification, donc on avait le CHU post-diarrhéique, donc dû à Escherichia coli, le O157, et puis tout le reste donc était des CHU considérés comme des CHU atypiques ou des CHU secondaires. Actuellement, donc on a une nouvelle approche du syndrome hémolytique. Donc on dit syndrome hémolytique primaire ou syndrome hémolytique secondaire. Donc les primaires, c'est tout ce qui est anomalie génétique, ça touche les anomalies du complément, le métabolisme de la vitamine B12, donc la cobalamine, ou bien les CHU qui sont secondaires, soit donc secondaires à une infection, et les CHU qui ne sont pas médiés par l'infection. Donc là, c'est la nouvelle classification, la toute récente classification des syndromes hémolytiques et urémiques. Alors, si on la prend en considération, donc avant de retenir le diagnostic d'un CHU qui est secondaire aux chigatoxines, là, il faut bien sûr éliminer en même temps les autres diagnostics. Alors, la prise en charge va commencer bien sûr toujours par une bonne anamnèse clinique qui va viser, bien sûr, elle va chercher l'exposition par l'alimentation avec des éléments qui sont contaminés comme le lait, les bovins, comme les aliments qui sont souillés, les mains sales, et on va chercher dans l'anamnèse, est-ce que le contexte il est sporadique ou un contexte général, c'est-à-dire intoxication dans la crèche, école ou autre. On va chercher les signes généraux, les prises de médicaments qui peuvent entraîner aussi des syndromes hémolytiques et urémiques, et les antécédents familiaux les antécédents familiaux de CHU qui peuvent orienter vers un CHU qui est d'origine génétique par médiation du complément. Et les situations à risque, c'est les patients qui sont transplantés ou qui sont receveurs de greffe d'organes solides ou présentant des tumeurs. La phase d'invasion souvent comporte des signes non spécifiques. La phase d'état donc, va s'installer le tableau complet avec les signes d'insuffisance rénale, les douleurs abdominales, les troubles hémorragiques éventuellement, l'hypertension, les signes neurologiques. L'examen clinique doit être complet donc, et on va viser à chercher l'étiologie et les complications. Alors j'insisterai l'examen clinique sur la mesure de la tension artérielle, la bandelette urinaire, l'évaluation de la durée, ce qui est très importante, parce qu'on peut recevoir les patients dans deux états. Soit on peut recevoir deux types de patients, soit dans la phase déshydratation, hypovolémie, comme on peut recevoir les patients donc à la phase oligurie, surcharge hydrique. Donc là, il faut faire très attention pour faire la part des choses. Quant à la prise en charge, donc cliniquement, donc on doit avoir une bonne évaluation de l'état hémodynamique de l'enfant. Alors, sur les signes extra-rénaux qu'on doit chercher, donc surtout c'est l'atteinte neurologique, elle est très fréquente, elle est plurifactorielle, soit en rapport avec des lésions de microangiopathie, soit d'hypertension artérielle ou des troubles hydroélectrolytiques qu'on peut retrouver. Quand elle est présente, c'est un facteur de mauvais pronostic, donc qui peut être greffé de 50% de décès. L'atteinte digestive, on peut avoir des perforations, des sténoses, une colite hémorragique très importante, des péritonites, des pancréatites ou des hépatites. Donc là, il faut toujours chercher dans ce sens. Et l'atteinte cardiaque. Donc l'atteinte cardiaque est à rechercher systématiquement. On peut avoir des cardiopathies, des cardiomyopathies, des dysfonctionnements et des cardiopathies ischémiques. Alors, sur la NFS, donc, il faut toujours prêter attention, bien sûr, aux schizocytes et au taux de plaquettes, mais aussi les globules blancs. Les globules blancs, quand on a des globules blancs, souvent donc, dans le CHU, on a des globules blancs qui sont très élevés, une hyperleucocytose très importante, qui peut être un facteur pronostic, de mauvais pronostic dans le CHU. Alors,
Bien sûr, on complétera le bilan, donc dans le cadre du bilan urinaire. Et par rapport à l'examen des selles, donc l'examen des selles de routine n'est pas adapté et ne peut pas poser le diagnostic parce que là, la culture elle doit se faire sur un milieu spécialisé, c'est celui de McConkey pour retrouver donc le germe Escherichia coli spécifique. Sinon, donc elle peut être on peut avoir des selles négatives décapitées par une antibiothérapie préalable et l'absence d'une culture négative n'élimine pas le diagnostic de CHU secondaire à l'Escherichia coli. Donc le dépistage le plus précis, ça sera de demander la PCR, de demander l'ELISA au niveau des selles pour trouver ces germes. Alors bien sûr, donc qui dit insuffisance rénale, déshydratation, etc., donc on va chercher bien sûr les troubles hydroélectrolytiques, la gazométrie, les paramètres de la coagulation. Comme on l'a dit, il faut éliminer bien sûr la CIVD ou autres diagnostics associés. Le retentissement cardiaque par l'ECG et après donc un EEG, IRM cérébral quand on a des troubles qui sont neurologiques. Attention donc aux produits de contraste quant à l'insuffisance rénale. Donc là, on remarque dans le tableau clinique par lequel peut se présenter le patient, c'est celui d'une microangiopathie thrombotique. Et la microangiopathie thrombotique, donc elle a plusieurs étiologies dans le CHU. Et le CHU post-diarrhée dont on parle ne représente qu'une faible partie de toutes ces pathologies qui peuvent se présenter de la même manière. Donc d'où l'intérêt de ces investigations sur le plan clinique que biologique d'être complet. Et dans ce sens, donc on peut des fois quand on a un tableau incomplet aller faire le dosage donc du complément pour chercher les anomalies du complément. Si l'âge, on complète les investigations par la recherche de troubles de métabolisme de la cobalamine ou des CHU secondaires quand le tableau est atypique, quand l'évolution n'est pas au complet. Alors, chez la fille qu'on a pris en charge, donc on a cherché bien sûr le lupus, donc à la recherche d'un CHU qui était secondaire, et elle a été biopsiée, et sa biopsie donc a montré qu'il y avait des lésions d'ischémie glomérulaire. Donc l'anapathe, donc je dis quand le tableau est typique, elle n'est pas nécessaire, mais quand le tableau, donc il y a une évolution, quand le tableau est grave, quand l'évolution est atypique, quand on a une insuffisance rénale, il faut programmer une biopsie rénale. Initialement, elle peut être contre-indiquée à cause de l'altération de la fonction rénale, la thrombopénie, l'hypertension artérielle, mais une fois le patient équilibré, on peut passer à la biopsie qui peut montrer qu'il y a des lésions différentes, soit des lésions de microangiopathie, soit carrément des lésions de nécrose, soit des lésions d'ischémie qui sont très graves, parfois d'ischémie carrément très importante. Alors le traitement est basé sur le traitement symptomatique. Donc il n'y a pas de traitement particulier pour traiter le syndrome hémolytique urémique secondaire à la diarrhée. Donc ça sera les transfusions quand c'est nécessaire de globulaires, de plaquettes. Il faut arrêter les médicaments néphrotoxiques ou les médicaments qui peuvent être responsables du CHU, comme par exemple la cyclosporine ou autre. Il faut maintenir l'équilibre hydroélectrolytique et là j'insiste sur la réhydratation. La réhydratation, donc elle a été rapportée dans plusieurs études comme ayant un effet rôle protecteur et surréhydratation qui doit se faire par des solutions isotoniques, de préférence chez les patients qui sont suspects d'un CHU en hospitalier. Et ça doit se faire par voie intraveineuse parce que d'une part, donc, ils ont trouvé que ces patients, même s'ils présentaient un CHU, donc ils avaient un CHU qui était moins sévère, qu'ils avaient moins recours à la dialyse et qui avaient donc un meilleur pronostic et une durée moindre d'hospitalisation. L'épuration extra-rénale, donc il faut connaître ces indications et là j'insiste sur la classification de l'insuffisance rénale aiguë chez l'enfant, donc il ne faut pas attendre longtemps pour contacter, pour avoir un avis spécialisé. Donc la classification RIFLE pédiatrique fait que donc là il faut 8 heures, il faut surveiller la durée pendant 8 heures. Si on a une oligurie, un patient qui ne répond pas, donc on a 8 heures à 12 heures pour prendre la décision, soit de dialyser le patient ou autre. Donc une prise en charge qui est plus rapide donne un meilleur pronostic rénal. Quand on reçoit les patients tardivement, donc après 3-4 jours d'anurie, je vous dis donc c'est très difficile et le pronostic devient sévère. L'utilisation juste, je rajoute pour les antibiotiques, est-ce qu'il faut utiliser les antibiotiques? C'est controversé quand on a le CHU et on a deux grandes théories. La théorie qui dit que l'utilisation des antibiotiques va entraîner une lyse très importante et une libération de chigatoxine et par conséquent elle va favoriser la survenue de CHU. Donc ça c'est la théorie la plus fréquente. Donc, il y a même des antibiotiques qui vont stimuler la production des chigatoxines avant de provoquer l'apoptose. Et dans ce cas-là, donc on a des antibiotiques à haut risque, sont les quinolones et tous les antibiotiques donc, qui sont bactéricides sont à proscrire
éventuellement donc, dans la prise en charge des patients qui ont diarrhée. À l'inverse, les antibiotiques bactériostatiques comme l'azithromycine ont montré un effet inhibiteur par rapport aux gigatoxines. Et c'est actuellement donc l'intérêt de l'ESTC qui a été fait, donc l'azithrochu, l'utilisation du CHU, de l'azithromycine dans le CHU post-diarrhée, et il aurait un effet protecteur pour développer un CHU qui est sévère. Mais l'antibiothérapie reste donc au cas par cas quand c'est nécessaire à prescrire quand on a une bactériémie, bien sûr, un état septique qui est grave. La nouvelle thérapeutique, c'est juste l'éculizumab. L'éculizumab, c'est un traitement qui était bloqueur de complexe d'attaque membranaire, destiné initialement aux CHU atypiques secondaires aux anomalies du complément. Et dernièrement, on a trouvé qu'il y avait une certaine activation de la voie alterne du complément dans les CHU post-diarrhée. Et c'est ce qui fait qu'il y a des études qui l'ont utilisé. Donc, il y a des équipes qui l'ont utilisé dans le CHU post-diarrhée et qui a donné de bons résultats. On n'est pas au stade de recommandation ni de guidelines actuellement, mais ça a été, et ça, il y a eu dans les cas qui sont sévères avec une atteinte neurologique et avec une atteinte rénale sévère, et ça a donné de bons résultats. Et je vous remercie. Merci, professeur Soulmi, pour cette belle présentation. Normalement, on n'a pas prévu de questions. Monsieur le Président nous disait pendant la pause. Sinon, vous serez puni. Cette observation, s'il vous plaît, pour les jeunes, un petit message. On a eu des CHU post-pneumo. Tous les germes peuvent donner au pneumo qui a été des CHU très sévères. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, peut-être le pronostic aurait dû être autrement. La troisième chose, gardez à l'esprit elle peut avoir un CHU atypique. C'est vrai qu'il y a une réduction néphronique, mais le fait qu'elle hémolyse donc il faut chercher le CHU atypique. Alors, on remercie tous les orateurs pour la qualité de leur présentation. Ne partez pas avant de recevoir vos cadeaux, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Oui. Merci, يلا vas-y صور merci beaucoup. فاطمة الزهراء أستاذة السويلمي. ميرسي بوكو. أنا التالي صراحة.